Mais sans parler des États-Unis, autour de nous, au sein même de l'Union européenne, il y a la restriction du droit à l'avortement en Pologne, en Hongrie. Ces menaces ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et même si ce risque est lointain, nous acceptons de le voir en face. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité des députés des Républicains votera pour cette modification de la Constitution. Mais il y a aussi un autre risque plus tangible, celui de défaire le système libre voulu par Simone Veil en faisant désormais de l'IVG un droit absolu qui écraserait toutes les limites, toutes les mesures d'équilibre posées dans la loi de 1975. Cet autre risque, il existe aussi pour certains comme un projet politique, permettre l'IVG sans condition de délai, c'est-à-dire jusqu'au 9e mois. Je voudrais rappeler que l'Assemblée nationale a été capable de voter en juillet 2020 un amendement au projet de loi bioéthique permettant de procéder à une interruption de grossesse jusqu'au 9e mois en cas de détresse psychosociale de la mère. Ce n'est pas une chimère, c'est le vote de l'actuelle majorité. Or, le gouvernement a fait le choix, avec cette liberté garantie, d'une rédaction un peu ambiguë. Cette rédaction a fait planer des incertitudes qui ont été au cœur de nos débats. Est-ce que cette liberté garantie, qui n'est rien d'autre qu'un droit, comme l'a rappelé le garde des Sceaux, ne viendra pas rompre l'équilibre et la tempérance voulue par Simone Veil? Car l'équilibre de la loi Veil repose sur cette conciliation essentielle entre la liberté des femmes dans les premières semaines de sa grossesse et par la suite la protection de l'enfant à naître. En effet, Simone Veil avait pris soin d'écrire un article premier qui précisait, je cite, « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité ou selon les conditions définies par la présente loi. » Que va devenir ce principe puisqu'il ne sera pas, lui, inscrit dans le texte constitutionnel? Concrètement, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution ouvre-t-elle une brèche exploitable pour ceux qui voient dans la limite de 14 semaines une entrave insupportable à un droit fondamental? Alors nous avons parfaitement entendu les assurances répétées du garde des Sceaux, qui s'est d'ailleurs beaucoup plaint de devoir autant rabâcher durant nos débats. La réponse, c'est que le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie, ce principe posé par Simone Veil à l'article 1er de la loi de 1975, s'intègre déjà au principe de sauvegarde de la dignité humaine auquel le Conseil constitutionnel a donné une valeur constitutionnelle. Au terme de nos débats et grâce aux répétitions du garde des Sceaux, il est donc clair, manifeste que la volonté du constituant est bien que demain, comme hier, le législateur continue de concilier un droit et un principe qui ont tous deux une même valeur constitutionnelle, même si l'un est écrit, l'autre pas. Nous prenons acte aussi des garanties apportées sur le maintien de la clause de conscience des soignants. Le choix d'une rédaction moins ambiguë, comme celle proposée par notre collègue Philippe Bas au Sénat, aurait peut-être permis une adoption encore plus consensuelle et plus large. Quoi qu'il en soit, ce vote, nous le devons à la liberté des femmes. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à présent à Monsieur le Président François Patriat pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants du Sénat. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le garde des Sceaux, Mesdames, Messieurs, chers collègues, sénateurs et parlementaires, ce moment d'une haute importance nous rappelle qu'ils sont rares les moments d'unité en politique. C'est donc avec nous aussi, avec fierté, que nous pourrons voter avec beaucoup d'émotion ce texte de loi qui inscrit dans la Constitution le droit à l'IVG. Nulle part, les droits des femmes ne sont définitivement acquis. La liberté et l'égalité des femmes ne sont pas des droits acquis, ce sont des combats et qu'il faut sans cesse mener. Le 8 mars, journée internationale de la lutte des droits des femmes, est l'occasion de rappeler combien ce combat quotidien et universel mérite d'être poursuivi. La liberté de recourir à l'IVG est souvent ciblée. L'actualité internationale nous rappelle que cette liberté fondamentale est aujourd'hui une fragilité inouïe, alors même que le contrôle de la procréation entre les mains des femmes est la première marche vers l'égalité, écrivait Françoise Héritier. Beaucoup de propos d'une haute tenue que je salue et que j'ai applaudi ont déjà été tenus, même si des répétitions doivent être dites, je voudrais moi aussi insister sur quelques points.
Or, ce combat pour l'égalité des femmes n'avance pas. Il recule même sous les vents déchaînés des fondamentalistes religieux et des populistes. L'ombre de la régression s'est étendue aux États-Unis avec la décision de la Cour suprême en 2022 qui a plongé l'opinion mondiale dans l'obscurantisme. Depuis l'annulation de l'arrêt qui protégeait l'IVG au niveau fédéral, 12 États n'autorisent plus du tout. 5 autres en restreignent l'usage. La contagion se propage. Partout, les opposants à l'avortement se réveillent en contexte américain et l'inquiétante progression des extrêmes droites conservatrices. Réaction en chaîne, la porte de la régression s'est ouverte aussi à l'Europe, cela a déjà été cité. Les menaces sur la liberté des femmes prennent de l'ampleur, surtout dans les pays de l'Est, particulièrement en Pologne, ce pays qui avait interdit l'avortement en 1993, sauf exception, l'a encore restreint en 2020, même s'il a depuis un peu reculé. En Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban mène une politique nataliste sans phare et la Constitution a été modifiée en 2011 pour inclure la protection de la vie du fœtus. Dans ce prolongement, 28 hôpitaux ont alors d'emblée déclaré ne plus vouloir effectuer d'IVG. En Slovaquie, pas moins de 11 propositions de loi visant à limiter l'accès de l'avortement ont été déposées en 2018. Un schéma similaire a été observé en Lituanie, où des offensives ont rythmé la vie du Parlement de 2005 à 2018. Un projet proposant même d'aligner la législation sur celle de la Pologne. S'ajoutent à ces reculs les résistances dans les pays où les droits des femmes semblent les mieux reconnus. À défaut de pouvoir interdire l'avortement, des pays organisent son impossibilité. Faute de médecins acceptant de le pratiquer, faute de prise en charge des patientes, faute de place avec la réduction des centres d'IVG. D'autres pays, certains pays, où si la loi dit oui, le médecin dit non. En Croatie, 60% des médecins sont objecteurs de conscience. Dans certaines régions d'Italie, ce sont jusqu'à 70% des médecins qui recourent à la clause de conscience. La situation est particulièrement dramatique à Naples, où seul un quart des établissements médicaux pratiquent l'IVG. L'IVG s'avère difficile aussi en Bavière, avec moins d'une dizaine de cabinets accessibles en 2021. Même les pays qui se croient à l'abri font l'objet d'offensives. Les courants anti-choix ne renoncent jamais et font preuve de beaucoup d'imagination pour limiter l'IVG. L'extrême droite européenne est à la manœuvre et la bataille fait rage. N'ayons pas la naïveté de croire que ce vent mauvais s'arrêtera de souffler à nos frontières, ce serait une faute morale et politique. Une faute vis-à-vis des Françaises et des Français qui soutiennent l'inscription de l'IVG dans la Constitution dans une très grande majorité. Et je tiens ici à saluer le combat magnifique et sincère rappelé par beaucoup d'entre vous, courageux et sans faille, des associations féministes, de tant de femmes célèbres et anonymes qui se sont battues pour faire respecter cette liberté pour les femmes de choisir leur vie. Leur combat est plus que jamais d'actualité. La chaîne de désinformation CNews a même osé affirmer que l'avortement était la première cause de mortalité dans le monde. Les opposants à l'avortement n'ont jamais désarmé depuis un demi-siècle, parce que fondamentalement, c'est la liberté et l'égalité des femmes qu'ils refusent au nom d'un modèle social rétrograde. Il revient à la France, qui reste aux yeux du monde le symbole de la liberté et de l'égalité, d'en réaffirmer solennellement les principes et de garantir dans le texte sacré la Constitution. Cette liberté fondamentale pour la femme de choisir sa maternité. Oui, il faut protéger les femmes françaises des déséquilibres politiques, ce partout où les extrêmes avancent et les droits régressent. Par notre vote, mes chers collègues, la France devient le premier pays au monde à rendre irréversible la liberté des femmes à recourir à l'IVG et à garantir la marche vers l'égalité. C'est un signal universel. Pays des Lumières, la France peut s'honorer d'être aujourd'hui le phare pour éclairer les voies de l'avenir et l'immense espoir de toutes les femmes d'Europe et du monde. Avec cette avancée, mes chers collègues, répondent à l'invitation de Simone Veil que tous avaient citée ici. Ne soyons pas de ceux ou de celles qui redoutent l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à présent à Madame Geneviève Darrieussecq pour le groupe démocrate de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues parlementaires,
C'est avec une vive émotion que je m'exprime au nom du groupe démocrate, modem et indépendant devant ce congrès, réuni aujourd'hui pour écrire une nouvelle page des droits des femmes. Le discours de Simone Veil prononcé le 26 novembre 1974 à la tribune de l'Assemblée nationale résonne encore dans ma tête. Je n'avais que 18 ans, mais il faisait déjà écho à de nombreux drames, proches ou lointains. Quelle force, quelle abnégation, quel courage. Ce discours puissant, suivi d'âpres débats, conclus par des votes favorables à l'Assemblée nationale puis au Sénat, s'est diffusé dans tout le pays, jusqu'au plus profond de nos campagnes, et cela sans l'aide d'aucun réseau social, ni de chaîne d'information en continu. Tant l'enjeu était immense. Quelle victoire pour toutes les femmes qui ont porté haut le combat de l'autorisation de l'IVG en France, après celui de la légalisation de la contraception. Je pense notamment à Gisèle Halimi et à toutes les signataires du manifeste des 343 en 1971. Mais je pense aussi à toutes ces femmes anonymes, vivant partout en France, dans nos villes, dans nos campagnes, qui ne pouvaient s'exprimer qu'en comité restreint. Je pense à toutes ces femmes qui subissaient en silence. Ce sont nos mères, nos tantes, nos grands-mères. Ce sont elles que j'ai d'abord connues. Et je peux vous dire que je pense à elles aujourd'hui. Les mots de Simone Veil sonnent encore. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Car oui, recourir à l'avortement, aujourd'hui encore, est un choix intime et toujours très douloureux. Mais c'est heureux, le législateur a mis un terme à un nombre incalculable de drames et de souffrances, le 17 janvier 1975. Les femmes ont enfin acquis la liberté de choisir, sans risquer le tribunal, sans risquer l'opprobre, sans risquer la mort. Alors nous avons cru que ce combat était gagné en Occident, que ce droit à la dignité des femmes était conquis définitivement, et que les progrès sociétaux continueraient d'avancer inéluctablement. Pouvait-on imaginer, en ce début du XXIe siècle, que de nombreuses démocraties menaceraient cette liberté? La Pologne et la Hongrie n'ont pas hésité. Pouvait-on imaginer que les États-Unis révoqueraient le droit fédéral à l'avortement? Au moins 14 États n'ont pas hésité. Ce recul des droits des femmes, ces mouvements de défiance sont inquiétants et inacceptables. La dignité des femmes n'est pas négociable. C'est un combat qu'il nous faut mener quotidiennement et sans relâche. Inscrire la liberté garantie pour toute femme de recourir à l'IVG dans notre Constitution n'est ni inutile ni superflu. C'est une volonté forte et exigeante pour le présent et pour le futur. C'est protéger ce droit et affirmer notre indéfectible attachement aux droits des femmes et des hommes. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing s'est engagé à légaliser l'interruption volontaire de grossesse. Il a confié à Simone Veil, sa ministre de la Santé, sous Jacques Chirac, son Premier ministre, le soin d'écrire et de porter cette loi devant le Parlement. Ils sont entrés dans l'histoire de l'évolution des droits des femmes. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous sommes réunis ici en Congrès, répondant à l'engagement du président de la République du 8 mars 2023. Je veux remercier celles et ceux qui ont porté ce combat législatif depuis 2017, en étendant le délit d'entrave à l'IVG, puis en proposant cette loi constitutionnelle. Ces parlementaires, femmes et hommes, de tous bords politiques, ont œuvré avec le garde des Sceaux pour trouver les solutions d'un vote large dans les deux assemblées. Permettez-moi d'avoir une attention particulière pour Erwan Balanant, qui, au nom de notre groupe, a travaillé avec acharnement pour que ce projet de loi aboutisse. Alors oui, nous devons être aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire de notre pays et par ce vote, en écrire collectivement une nouvelle page pour toutes les femmes de France et ainsi faire de la France une pionnière, la première à graver ce droit fondamental dans le marbre de la Constitution, un message fort pour toutes les femmes du monde. Je vous remercie. Je vous remercie, mes chers collègues.
La parole est à Monsieur le Président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires du Sénat. Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de droit constitutionnel. Je voudrais, si vous me le permettez, vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée. J'avais 25 ans, j'étais coopérant, médecin-chef d'un petit hôpital dans un coin perdu d'un pays du Sud. Hôpital est un bien grand mot, car les maigres équipements dont il disposait l'auraient à peine fait classer chez nous comme un dispensaire. Quant à médecin-chef, titre ronflant, puisque, en fait, j'étais tout simplement le seul médecin dans cette circonscription de 50 000 âmes, avec une équipe d'infirmiers formidables, habitués à travailler seuls pendant le semestre ou l'année qui séparait habituellement le départ d'un coopérant français de l'arrivée de son successeur. Un jour, après avoir entendu du remue-ménage dans le couloir, j'ai vu surgir dans mon bureau une jeune femme, 17, 18 ans peut-être, dont je me rappellerai toujours le visage. Les joues rondes d'une adolescente, toute rouge et inondée de larmes. Essoufflée, une expression mêlée de terreur et d'incompréhension dans le regard. Les cheveux décoiffés, les vêtements de travers comme si elle venait de se débattre. Les bras maintenus par 2 gendarmes qui l'encadraient et la poussaient dans la pièce sans ménagement. Le matin même, un voisin, intrigué par le manège de chiens errants qui s'acharnaient à gratter la terre près de sa maison, s'était approché et avait découvert le cadavre d'un nouveau-né à peine enfoui dans le sol. L'enquête n'avait pas été bien difficile et l'on me demandait désormais d'examiner la suspecte pour savoir si elle venait ou non d'accoucher. J'étais pétrifié. Il s'agitait d'un infanticide, bien sûr, et la loi me commandait de m'exécuter. Mais je savais aussi parfaitement pourquoi cette jeune femme était là, dans un pays comme tant d'autres, où fille-mère, c'était le mot de l'époque, signifiait bannissement social et déshonneur pour la famille, où l'avortement était interdit et sévèrement puni. Et d'ailleurs, comment cette quasi-enfant aurait-elle pu se confier à quiconque pour trouver une faiseuse d'ange? J'imaginais sa vie au cours des derniers mois, engrossée par un séducteur de barrière, peut-être comme souvent par un parent, découvrant d'abord effrayé son retard de règles, puis voyant son ventre s'arrondir et masquant sa grossesse avec de plus en plus de mal, accouchant seule en se cachant, enterrant maladroitement l'enfant sur place, folle de douleur et de culpabilité, puis rentrant chez elle et lavant ses vêtements dans la terreur d'être découverte. Et puis les chiens, le voisin découvrant le cadavre, les gendarmes et désormais le médecin, moi. Je suis resté longtemps assis, le visage caché dans les mains, cherchant désespérément comment éviter l'inévitable. Seule la jeune femme et l'infirmière étaient restées près de moi, parlant ensemble dans leur langue que je ne comprenais pas. Au bout d'un moment, sollicité par les gendarmes qui s'impatientaient, l'infirmier-major est entré dans la pièce, suivi par l'un d'eux. Surpris par la scène, pressé par le brigadier et n'ayant manifestement pas la même vision du monde que moi, ni les mêmes scrupules, avant que j'aie pu faire un geste, il s'est approché de la jeune femme, a abaissé son soutien-gorge et pressé son mamelon, d'où a giclé le lait qui confirmait le diagnostic et les soupçons. Je revois encore cette adolescente, redoublant de pleurs, ressortir accablée entre ses 2 gardes. Je repense souvent à elle et à ses yeux d'animal traqué, et moi me demandant combien d'années de prison pour un infanticide, et surtout combien d'années de culpabilité, peut-être toute une vie, pour avoir tué son enfant. Des histoires comme celle-là, je pourrais vous en raconter d'autres si nous en avions le temps. Des avortements clandestins qui se terminent mal, des condamnations, des stérilités définitives. Chez nous, aujourd'hui, ces histoires n'existent plus, depuis la loi Veil. Et les interventions de ceux qui m'ont précédé ont porté notamment sur le fait de savoir si la liberté de l'IVG risque un jour d'être remise en question. J'ai voulu aborder un autre versant de ce débat et vous dire que 40% au moins des femmes dans le monde vivent dans des pays où les drames tels que celui que je vous ai retracé continuent parce que rien n'a changé. En étant le premier pays au monde à garantir cette liberté dans notre Constitution, nous allons susciter, là où nous sommes encore, sinon un exemple, du moins une référence, des débats, des prises de position,
des avancées, j'espère, qui rapprocheront le jour où, comme ici, les femmes seront libérées de la peur, de la culpabilité et de l'impuissance à maîtriser leur destin. Au moment de voter mercredi dernier au Sénat, j'ai revu une fois de plus le visage de cette jeune femme dont la vie et celle de son bébé ont été anéanties. Et je le reverrai tout à l'heure lorsque j'irai voter à nouveau, en espérant que mon vote soit utile non seulement aux millions de femmes que la loi protège en France, mais aussi aux millions de celles dans le monde qu'aucune loi ne protège. Comme moi, tous les sénateurs de mon groupe se prononceront en leur âme et conscience. Très majoritairement, nous voterons ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente du Congrès du Parlement, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues parlementaires. Je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre ma fonction de législateur et ma condition de femme. Il nous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Ces mots de Gisèle Halimi résonnent puissamment à cette tribune cet après-midi et je les fais miens. Ils résonnent d'autant plus fort pour moi qui ai l'honneur de représenter la 4e circonscription de l'Isère comme elle l'a fait en son temps et que ces combats ont influé les miens. C'est ainsi, avec une immense émotion, honneur et fierté que je porte la voix des députés socialistes devant le Parlement réunis en congrès en ce jour historique du 4 mars 2024. Un jour historique en ce qu'il est une victoire pour les femmes, pour leurs droits si souvent discutés, ballottés et mis à mal, dépendant des changements politiques, jamais à l'abri de les voir reculer. C'est la victoire de Simone de Beauvoir qui nous appelait à la vigilance notre vie durant, mais aussi de Simone Veil qui a ouvert la voie, de Gisèle Halimi, des 343 du manifeste et de tant d'autres. C'est la victoire des féministes, des associations et des professionnels qui agissent au quotidien, loin des dorures de nos tribunes, pour que les lois et les grands principes soient des réalités concrètes qui protègent et libèrent les femmes dans la revendication et l'exercice de leur droit à disposer librement de leur corps. C'est notre victoire à toutes, oui, face à ceux qui doutent encore que l'avortement mérite d'être défendu. Car comment fermer les yeux sur la décision des 7 États américains ayant depuis l'arrêt de la Cour suprême interdit l'IVG, même en cas de viol ou d'inceste? Comment ne pas faire le parallèle quand certains de nos voisins européens comme la Pologne, la Hongrie, mais aussi le Portugal, en conditionnent et en réduisent l'accès? Comment ne pas s'inquiéter que dans notre pays, les entraves à l'IVG prennent des formes de plus en plus pernicieuses de la part des mouvements anti-choix jusque dans certains médias? Qui peut alors, dans cette époque de doute et d'instabilité, préjuger de ce qu'il pourrait advenir demain en France? Ainsi, dans ce contexte global de remise en question du droit à l'avortement, ce jour du 4 mars 2024 est historique aussi pour la France. Nous serons le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution. En érigeant le droit à l'IVG parmi les droits humains fondamentaux, parmi les valeurs intangibles et tout ce qui fait la force d'une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La France perpétue l'inspiration qui a été son histoire constitutionnelle pour de nombreux pays. Fidèle à son image humaniste, notre nation s'érige en vigie des droits des femmes et montre le chemin. Toutefois, si ce jour est historique, la constitutionnalisation, ce n'est pas une panthéonisation. Il ne s'agit pas de saluer un droit acquis et solide et de graver sur le fronton de notre temple républicain aux grandes femmes la patrie reconnaissante.
La constitutionnalisation, telle que nous la réclamons, nous socialistes, implique une réelle protection. Il ne s'agit pas uniquement d'inscrire notre droit, mais bien de nous donner le moyen de le rendre effectif. Il serait bien malvenu de tous se réunir aujourd'hui pour consacrer un droit sans pour autant en garantir l'applicabilité. Ainsi, ce vote nous engage. Il nous engage pour les prochaines lois de financement de la sécurité sociale, à donner plus de moyens à l'hôpital public, à la médecine de ville, à lutter contre les déserts médicaux, à renforcer le soutien public aux associations, au planning familial, à la santé scolaire, pour accompagner toutes celles qui en ont besoin. En ce sens, nous aurions préféré voter aujourd'hui un texte plus ambitieux, incluant la contraception. Mais nous savons que les victoires féministes ont toujours été le fruit de compromis, dès lors que l'on peut obtenir l'essentiel. En 1975, l'opposition de gauche avait choisi la conviction plutôt que la posture pour faire adopter la loi Veil. 50 ans plus tard, nous continuons donc à adopter cette ligne constructive pour faire primer l'intérêt des femmes. Je veux ici saluer la responsabilité de la quasi-totalité des forces politiques qui montrent que notre pays peut se rassembler dans le sens de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui nous votons pour des milliers de femmes, pour leurs droits, pour leur liberté, pour leur corps et pour leur vie, parce que par ce vote nous contribuons à fonder une communauté politique de citoyennes et de citoyens égaux, parce que là où le droit est bien souvent en retard sur la société, il s'agit dès aujourd'hui de se prémunir, parce qu'il est de la responsabilité de la France, pays des droits humains, d'envoyer un signal fort qui transcende ses frontières. Les députés socialistes sont fiers de voter aujourd'hui pour graver l'inscription de l'IVG dans la norme suprême de la République. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame la Présidente Cécile Cukierman pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki du Sénat. Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, la République s'incarne au travers de ce texte et nous ne pouvons que le saluer. Notre devise liberté, égalité, fraternité se fond dans cette constitutionnalisation de l'IVG. La liberté d'abord, puisque ce texte permet à toutes les femmes de ce pays de disposer de leur corps librement. Nous sommes libres de choisir ou non d'avoir un enfant et libres de choisir d'avorter gratuitement. L'égalité ensuite, puisque cette constitutionnalisation permet de lutter pour gommer la domination masculine sur les femmes, c'est bien le travail du constituant d'œuvrer pour que ce principe d'égalité soit concret et protecteur. Et enfin, la fraternité, puisque c'est l'unité qui anime ce texte, réunissant le peuple français et l'humanité autour des valeurs de la République. La fraternité également, en déstigmatisant les femmes qui ont recours à un avortement. Nous en sommes profondément convaincus. Le caractère solennel de ce moment m'invite à remercier toutes les femmes qui ont su lutter au fil des siècles pour ce droit et se défaire d'une société aliénante. Bien quand même. Il est vrai que dans leur marche vers la liberté, les femmes ont toujours mené la lutte contre des forces réactionnaires et elles continuent de le faire aujourd'hui en France comme à l'étranger. Elles n'ont pas acquis leurs droits par la générosité du pouvoir. Ils sont le résultat de cette lutte et à quelques jours de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je veux rappeler
loin ce principe fondamental. Oui, les femmes ont le droit à disposer de leur corps. Elles ont le droit à donner la vie et à éduquer des enfants désirés et aimés. Mais la maternité ne peut être imposée. Pour être réussie, la maternité doit être choisie, partagée et non subie. Si aujourd'hui, nous saluons cette progression, demain, soyez-en certains, mes chers collègues, nous continuerons de lutter pour l'application concrète de cette liberté. Oui, il faut donner les moyens, en métropole comme dans les territoires ultramarins, en ville comme dans les territoires ruraux, pour asseoir le droit concret à l'avortement. Le manque de moyens de l'hôpital public, les nombreuses fermetures de centres IVG, près de 150 en 15 ans, les difficultés à trouver des professionnels de santé disponibles et les déserts médicaux dans tout notre territoire placent de nombreuses femmes aujourd'hui dans notre pays dans une incapacité pratique d'exercer ce droit. Malheureusement, les disparités territoriales ne sont que le reflet des politiques de santé dramatiques dans notre pays, et ce depuis plusieurs décennies. Et la solennité du vote d'aujourd'hui ne peut extraire les responsabilités politiques d'une situation en recul dans notre pays sur l'accès à ce droit. Il nous faudra donc continuer à lutter pour que toutes les femmes de tous les niveaux sociaux, de tous les territoires, aient effectivement accès à ce droit. Pour l'heure, nous saluons solennellement cette inscription dans la Constitution. Je le redis, inscrire cette liberté individuelle dans la Constitution, c'est s'inscrire dans notre idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. La République peut être fière et nous pouvons, représentants du peuple français et de ses territoires, être fiers de notre République. C'est bien pour réaffirmer que le droit à disposer de son corps est fondamental que le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste Kanaki votera pour ce projet de loi constitutionnelle. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à présent à Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon de l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente du Congrès. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues. Quelle émotion, quel honneur que de porter la parole de mon groupe en cette journée. Je remercie particulièrement mon Président et mes collègues pour leur confiance. Voter ce projet de loi constitutionnelle aujourd'hui, dans cette salle de congrès, c'est envoyer un message historique aux femmes françaises, mais aussi aux femmes du monde entier. Votre liberté de choisir fait partie intégrante des valeurs fondamentales de notre pays. Votre corps n'est pas un territoire à réguler, mais un espace de libre arbitre et d'autodétermination. Et je crois que nous pouvons en être fiers. Oui, nous pouvons être fiers parce qu'une fois de plus, notre pays, la France, montre l'exemple. Consacrer cette liberté au sommet de la hiérarchie des normes fait de notre pays le premier d'Europe, le premier dans le monde, à protéger au sein de sa constitution la santé physique et psychique des femmes contre les risques que présente un avortement dans la clandestinité. Oui, nous pouvons être fiers parce que cette constitutionnalisation, et contrairement à ce qui a pu être dit, n'est pas qu'un symbole. Elle est nécessaire et indispensable. La liberté de recourir à l'IVG ne fait l'objet actuellement d'aucune consécration dans nos textes fondateurs, nationaux ou européens. Et si l'aventure, elle était un jour menacée, il serait trop tard pour la protéger. Le Conseil d'État a été limpide sur ce point, je le cite. Le caractère réversible et limité de la protection conférée par la loi ordinaire ne justifie que soit garantie par la Constitution la liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Soyons très clairs, tant mieux si cette liberté n'est jamais remise en cause. Mais imaginez un peu,
si d'aventure nous nous retrouvions un jour dans une situation comparable aux États-Unis? Assumeriez-vous de dire à vos filles, à vos sœurs, à vos femmes: je n'ai pas soutenu ce projet de loi constitutionnelle à l'époque, simplement parce que je pensais que ça ne pourrait pas arriver chez nous, alors même que certains de nos pays voisins européens remettent en cause cette liberté. Gouverner exige une prévoyance éclairée. Anticiper les risques, c'est comme bâtir un rempart avant l'assaut. Ne pas attendre la catastrophe pour se prémunir et en subir les conséquences néfastes. Voilà la sagesse de l'assurance. Oui, nous pouvons être fiers, parce que la rédaction qui nous est soumise aujourd'hui est le fruit d'un consensus transpartisan, d'un dialogue entre deux chambres respectueux du travail de chacune et de chacun. De chacune et de chacun, parce que oui, il s'agit bien d'une histoire commune qui nous concerne, les hommes comme les femmes. Et je tiens à vous remercier, Monsieur le garde des Sceaux, de vous être saisi de ce sujet avec tant de sincérité et d'engagement. Plus encore, elle me semble répondre point par point aux interrogations de chacun. D'abord et avant tout, elle protège la liberté des femmes. Inscrite dans la Constitution, le législateur ne pourra pas interdire tout recours à l'IVG, ni en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée. Ensuite, elle ne consacre pas une garantie inconditionnelle de pouvoir recourir à l'IVG. Comme tout droit ou liberté fondamentale, la liberté de recourir à l'IVG a vocation à être conciliée avec d'autres droits fondamentaux que contiennent nos normes suprêmes. Par exemple, à ceux qui s'inquiètent de la création d'un éventuel déséquilibre entre deux principes à valeur constitutionnelle que sont la liberté de la femme et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, je réponds que c'est nullement le projet et l'intention de cette loi. Cette rédaction ne remet pas davantage en cause la liberté constitutionnelle de conscience qui sous-tend la liberté des médecins et sages-femmes de ne pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Enfin, cette rédaction affirme qu'il revient aux représentants du peuple de déterminer les conditions dans lesquelles cette liberté est exercée. Ainsi, la liberté de recourir à l'IVG sera protégée de façon pérenne, tout en continuant à être encadrée par un processus démocratique. Dans un contexte mondial où les attaques se multiplient contre l'accès à l'avortement, vous l'aurez compris, je crois profondément que ce projet de loi constitutionnelle doit être voté avec conviction, détermination et fierté, parce qu'il consacre la liberté de la femme, la protection de ses choix, le rôle du peuple dans la fixation du cadre dans lequel s'exerce cette liberté. Évidemment, le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Mélanie Vogel du groupe Écologie, Solidarité et Territoire du Sénat. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la ministre Aurore Bergé. Toutes les victoires féministes sont des combats qui semblaient perdus d'avance, menés par des femmes qui ont moins regardé pourquoi elles pouvaient perdre que comment elles pouvaient gagner. Je vous remercie. Il y a 1 an et demi, quand j'ai proposé à mes collègues au Sénat de mettre aux voix une proposition de loi transpartisane pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution, beaucoup m'ont dit « Oui, mais tu sais, n'est-ce pas, que c'est impossible. Jamais, jamais le Sénat ne votera pour introduire le droit à l'IVG dans la Constitution. » La semaine dernière encore, beaucoup pensaient que ce congrès était inaccessible, que le conservatisme serait plus fort. Et pourtant, nous sommes là. Et c'est une magnifique leçon que nous nous donnons à nous-mêmes, nous, les féministes. Nous sommes si fortes. Et si on ne lâche rien, à la fin, on gagne. Du
17 janvier 1975, l'histoire a retenu Simone Veil. Je voudrais ici formuler un vœu, que du 4 mars 2024, l'histoire ne retienne pas un nom. La démonstration que nous avons faite avec Mathilde Panot, avec Aurore Berger, avec Laurence Rossignol, avec Dominique Verrien, avec Laurence Cohen, avec Elsa Schalk, avec ces femmes qui ont choisi dans ce combat, comme en 1975, l'intérêt général par-dessus toute autre considération, c'est que la victoire ne pouvait être que sorore et collective. Elle est celle de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, célèbres, connus ou anonymes, celles des militantes et des associations féministes qui n'ont jamais rien lâché, qui nous ont fait confiance, qui ont mobilisé sans répit. Merci, bravo. Celles de toutes ces personnes qui ont relayé nos appels, interpellé leurs élus, marché, écrit, pris la parole, celles des femmes, des petites filles, des nièces de sénateurs qui ont avec leurs mots, leur père, leur mari, chacun de vous qui, à votre niveau, avez agi, soyez fiers de ce que nous avons fait ensemble. Le 4 mars 2024 est désormais gravé dans la grande histoire des droits humains et des droits des femmes, comme un tournant historique. Des siècles durant, l'exercice de leurs droits inhérents à la condition humaine de choisir leur vie, alors que le simple de ce droit qu'est la mort. Pendant des siècles, caché, secret, un mot côté, la peur au ventre. Il s'inscrit aujourd'hui, noir sur blanc, au plus haut où nous pourrions l'inscrire, dans la Constitution. Par cet acte d'une portée juridique et politique sans précédent, la République française reconnaît aujourd'hui, solennellement, que le droit à l'avortement n'est plus une option, c'est une condition de notre démocratie, qu'il n'est pas de société pleinement démocratique, libre et égalitaire, qui ne s'interdise d'interdire aux femmes de maîtriser leur destin, qu'il n'est pas de société pleinement démocratique, libre et égalitaire sans la garantie du droit des femmes à disposer de leur corps, que la République française désormais ne sera plus jamais la République sans le droit à l'avortement. Et c'est un message pour toutes les Françaises et les Français qui tiennent tant à ce droit et qui réclamaient massivement son introduction dans la Constitution. Un message pour toutes celles qui ont connu le temps où le prix du choix pouvait être l'exclusion, la prison ou la mort. Qui ont connu l'humiliation de la clandestinité, la douleur des curetages sans anesthésie, les cintres et les aiguilles. Un message à celles qui ont pleuré de joie, de soulagement, le 17 janvier 1975. Jamais vos filles, vos petites filles, vos nièces ne connaîtront cela. Nous sommes à jamais libres. Vous avez définitivement gagné. C'est aussi un message à tous les anti-choix et à tous les anti-droits. Vous n'avez cessé depuis 1975 de rêver d'un jour où vous pourriez nous reprendre ce droit. Entendez, depuis le Parlement, la République entière, vous dire, et vous le dire sans trembler, cet horizon a disparu, vous avez définitivement perdu. Plus jamais nous ne reviendrons sur le droit à l'IVG. Jamais. Mais c'est aussi un message pour le monde entier. Un message aux Américaines, aux Argentines, aux Hongroises, aux Polonaises, aux Allemandes, aux Iraniennes, aux Marocaines, à toutes celles qui dans le monde vivent toujours ou de nouveau le martyre des cintres, la douleur des tricoteuses, l'angoisse de la clandestinité, la peur de la prison et le risque de la mort. À toutes celles qui craignent de les revivre. À toutes celles qui se battent pour acquérir, conserver ou élargir leurs droits. Nous sommes inconditionnellement avec vous. Le recul des droits sexuels et reproductifs dans le monde n'est pas une fatalité. Vous pouvez gagner, nous pouvons gagner, car ensemble, unis et solidaires, notre pouvoir est sans limite. Nous pouvons renvoyer le patriarcat, l'obscurantisme religieux, la domination masculine dans le cimetière des idées réactionnaires. Nous sommes si fortes. Et si le pire n'est jamais incertain, le meilleur, lui, est toujours possible.
Et ce combat qui semble perdu d'avance, c'est notre victoire de demain. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Présidente Cyrielle Châtelain pour le groupe écologiste de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Longue est notre mémoire, la mémoire des aiguilles dans le vagin, des utérus transpercés, des cintres enfoncés, des infections de Javel, des sondes qui restent dans le corps 1, 2, 3 jours, des curetages à vif, des hémorragies, des septicémies. La mémoire des femmes qu'on a traînées devant les tribunaux, les sans-argent, les sans-relations, les plus vulnérables. La mémoire de la colère, le torchon brûle, la gerbe pour la femme du soldat inconnu, le manifeste des 343, la plaidoirie de Gisèle Halimi et le discours de Simone Veil. Aujourd'hui, nous nous tenons sur l'épaule des géantes. Nous faisons partie d'une chaîne invisible. Les femmes qui avortent, les faiseuses d'anges, les porteuses de secrets millénaires, les femmes épuisées par des grossesses non désirées, les femmes qui, par leurs paroles ou par leur silence, ont transmis à leurs filles la certitude que jamais elles ne céderaient, elles ne se soumettraient à la loi des hommes, les femmes qui ont posé les mots, les femmes qui ont raconté, les femmes qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu le dire, car elles l'ont gardé comme un secret, parfois comme une honte, car cela ne se faisait pas, cela ne se disait pas. Les femmes qui en sont mortes, les femmes qui ont donné des adresses et les femmes qui ont organisé les cartes pour l'étranger. Car longue est notre lutte. Nous nous sommes reconnus, nous nous sommes découvertes, des milliers, des millions, et nous partageons un même combat. Un combat qui se transmet de mère en fille, d'amis en confidente, d'inconnu à inconnu. Une force qui s'est transformée en mouvement. La maternité heureuse, le mouvement français pour le planning familial, le mouvement de libération des femmes, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Des mouvements qui se sont transformés en raz-de-marée, une déferlante contre un dogme. Que le corps des femmes ne leur appartenait pas, qu'il appartenait à leur père, à leur mari ou à la nation. Un dogme longtemps asséné par la loi, par la religion. Un dogme qui est encore tenace, celui des corps féminins, qui ne devraient connaître ni jouissance ni liberté, mais qui devrait tout entier être dédié à un devoir matrimonial, à un devoir national, celui de l'enfantement. Entraver ce droit était un crime. Depuis 1975, en France, l'avortement enfin est légal. Mais il n'existait pas, jusqu'au vote qui nous réunit aujourd'hui, de protection de la liberté de l'interruption volontaire de grossesse par le juge constitutionnel. Ce que la loi a pu faire, la loi pouvait le défaire. En 1972, lorsque s'ouvre le procès de Bobigny, nous sommes dans la Ve République, nous avons la même constitution qu'aujourd'hui. Et les femmes qui avortent, et toutes ceux et toutes celles qui leur viennent en aide, sont traitées comme des criminels. Alors oui, nous, parlementaires ici réunis, nous reconnaissons l'interruption volontaire de grossesse comme une liberté fondamentale, de la même importance que l'ensemble des droits et des libertés garantis par notre Constitution. Nous réaffirmons le rôle du Parlement afin d'établir les conditions d'exercice de l'IVG et de les garantir. Car pour qu'une liberté s'exerce, elle doit être concrètement possible. Et cela reste encore trop difficile, car les temps d'attente sont trop longs, les praticiens trop peu nombreux, l'éducation à la vie affective et sexuelle encore balbutiante. Oui, le travail parlementaire va continuer. Oui, le combat féministe n'est pas terminé, mais aujourd'hui savourons cette loi qui marque un nouveau jalon dans l'histoire de France, une nouvelle conquête dans la lutte des femmes, une conquête pour laquelle je tiens à remercier les militantes féministes qui ont marché, qui ont fait signer des pétitions, qui ont tenu des stands dans toute la France pour dire « Nous devons faire entrer l'IVG dans la Constitution ». Cette constitutionnalisation de l'IVG, c'est votre victoire. Je tiens aussi à saluer le travail essentiel de 4 parlementaires. Mélanie Vogel, sénatrice écologiste. Mathilde Panot, députée présidente du groupe La France Insoumise. Laurence Rossignol, sénatrice socialiste. Et Aurore Berger, alors députée et présidente du groupe Renaissance. Ensemble, elles nous ont conduits à ce vote. Un pari qui peut sembler fou pour qui ne connaîtrait pas la puissance d'une idée dont le temps est venu. Enfin, à mes filles,
à toutes les femmes de France, à toutes celles qui se poseront la question: est-ce que je peux le garder? Est-ce que je veux le garder? Nous, parlementaires, nous vous le garantissons. Nul ne peut vous contraindre, nul ne peut vous forcer, nul ne peut vous intimider, nul ne peut vous intimider et vous obliger. Vous êtes les maîtresses de votre destinée, notre corps, nos choix. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La parole est à Madame la Présidente Maryse Carrère pour le groupe Rassemblement démocratique social européen du Sénat. Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, il aura fallu 3 textes avant que soit enfin soumise au Congrès la possibilité d'inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Et je salue la détermination de tous nos collègues qui ont porté ce combat, en particulier du côté du Sénat, les sénatrices Mélanie Vogel, Laurence Rossignol, Laurence Cohen, Dominique Verrienne, et bien d'autres, ainsi que toutes les personnalités qui sont venues en renfort à ce projet à travers la prise de position publique. Et merci aussi, Monsieur le Garde des Sceaux, d'avoir concrétisé ces espoirs. Je salue également la bienveillance de la Commission des lois du Sénat, et qui mérite d'être soulignée, car sa majorité a su laisser de côté ces quelques réserves pour rechercher le compromis dans l'intérêt d'une liberté si chère aux femmes. Plus largement, mercredi dernier, le Sénat a été au rendez-vous du pacte républicain, dont les valeurs fondatrices nous invitent autant que nécessaire à ériger des digues autour des droits fondamentaux. Rappelons qu'au cours de l'examen de la loi Veil, la Chambre haute avait porté plusieurs mesures progressistes, dont le remboursement de l'IVG. J'ajouterai que les sénateurs avaient très largement adopté le texte rapporté à l'époque par Jean Mézard. Aujourd'hui, pourquoi tant de précautions? Bientôt cinquantenaire, la loi de 75, par sa longévité, ne démontre-t-elle pas sa résistance? Et la réponse est dans les propos de Simone de Beauvoir, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Entre régime autoritaire et progression des populismes dans les démocraties, même dans les plus grandes, on observe un recul des libertés d'un bout à l'autre de la planète. Bien souvent, les femmes sont les premières victimes de ces reculs et les plus modestes avant les autres. C'est le cas outre-Atlantique depuis que la Cour suprême américaine a révoqué en 2022 la protection au niveau fédéral du droit à l'avortement. C'est le cas dans plusieurs pays de l'Union européenne où les conditions de l'accès à l'IVG ont été durcies. En France, qui peut prétendre que le mouvement pro-vie ne trouverait pas son audience si demain le contexte politique venait à changer radicalement? De surcroît, si par-dessus certains médias venaient à l'appuyer, comme on a pu le déplorer récemment avec la diffusion par une chaîne privée d'une infographie nauséabonde. Simple négligence ou véritable complaisance, nous avons bien entendu les excuses, mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas naïfs et face à tout cela, nous devons opposer la vigilance. Aussi, le RDSE approuve à l'unanimité l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Malgré cette nécessité évidente, certains mettent en doute la solidité d'une constitutionnalisation qui ne serait qu'illusoire et symbolique, parce qu'elle ne résoudrait pas les problèmes d'accès à l'IVG. C'est aux législateurs et au pouvoir réglementaire qu'il revient de créer les conditions de l'accès à tous les droits inscrits dans la Constitution. Il va de soi que mon groupe sera attentif aux conditions matérielles de l'accès à l'IVG sur tous les territoires, ainsi qu'à l'effectivité des politiques de prévention. Ceci étant dit, notre Constitution doit afficher des principes, des valeurs et des objectifs. Elle indique la finalité de notre droit, celle à laquelle il ne saurait déroger.
De toute évidence, la garantie donnée à la liberté des femmes d'interrompre leur grossesse trouvera sa place dans un tel corpus, en particulier à l'article 34. Chacun a ses convictions religieuses, idéologiques, mais celles-ci ne sauraient être retranchées derrière le droit, faute d'être clairement assumées. Pour le RDSE, je le répète, il n'y a aucun doute. Nous souhaitons écarter le risque de voir l'IVG aux prises avec un conservatisme conquérant ou des fanatismes religieux. Au nom de la laïcité, notre République doit mettre à l'abri ses droits sociaux du mieux qu'elle peut. Enfin, il est coutume de dire que la défense de l'IVG est un combat de femmes pour les femmes. Oui, à l'évidence. Mais le dramatique haine vers l'IVG a forcément commencé à deux. Dans certains cas, c'est également la liberté des hommes qui est engagée. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui l'immense responsabilité collective de le sanctuariser. Nous le devons à toutes celles et à tous ceux qui se sont battus pour sa dépénalisation il y a 50 ans. Nous le devons à Simone Veil, à Gisèle Halimi, aux 343, aux militantes et aux militants de l'ombre, ainsi qu'à tous les médecins qui ont prêté, non sans risque, leur conscience au service de la liberté des femmes. Nous le devons bien sûr aux prochaines générations. Et pour finir, nous le devons à tous les progressistes du monde qui regardent la France humaniste ouvrir la voie. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Madame Elsa Fossillon pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, c'est avec une grande émotion, mais aussi, disons-le, un grand bonheur, que j'interviens aujourd'hui au nom du groupe GDR pour ce vote si important pour notre pays et si décisif dans la vie des femmes. Ce matin, l'une des signataires du manifeste des 343 s'adressait ainsi aux jeunes femmes. Elle leur disait « Vous avez dépassé nos rêves. On n'a jamais imaginé que le droit à l'IVG pourrait être inscrit dans la Constitution. » Alors, madame, à notre tour de vous dire merci. Merci à vous, à toutes celles qui nous ont menés sur ce chemin, ce très long chemin, car sans vos luttes, rien de tout cela n'aurait été possible. Je veux dire aussi merci à ces femmes, nièces, filles ou petites filles de parlementaires qui ont contribué au vote décisif du Sénat. En ce jour, avec les députés de mon groupe, nous adressons toute notre solidarité, tout notre soutien, notre force aussi, aux femmes qui défendent ce droit à travers le monde et qui subissent pour cela harcèlement, stigmatisation, violence physique aussi et des procès. Je crois que les régressions, comme les conquêtes, ont une résonance mondiale. Alors force à vous, mesdames. Nous pensons également à ces femmes obligées d'écouter le corps du fœtus parce qu'une loi les y oblige, à celles qui mettent toutes leurs économies dans un déplacement vers un autre pays pour pouvoir avorter, et aux 47 000 parents dans le monde qui meurent encore d'un avortement clandestin. Parce que, chers collègues, les femmes qui veulent avorter, avortent. C'est le cas depuis la nuit des temps. Lorsqu'elles n'ont pas ce droit, elles trouvent tous les moyens possibles pour mettre fin à cette grossesse, y compris quitte à mettre leur vie en péril. Cette constitutionnalisation est loin pour nous de n'être qu'un symbole. Nous savons que même dans les grandes démocraties, le retour en arrière est possible. Nous savons aussi que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'en prend d'abord aux droits des femmes et particulièrement à leurs droits reproductifs. Alors, à ceux qui nous ont expliqué que ce droit n'était ici pas en danger, je veux leur dire qu'il suffit de regarder la vigueur et l'indignité aussi avec lesquelles les anti-choix et les gardiens du patriarcat ont redoublé d'efforts pour que ce vote ici au Congrès n'advienne pas. À ceux qui nous ont adressé des fœtus en plastique, des fascicules faisant parler les embryons, qui ont comparé l'avortement à un meurtre, sachez que vous avez décuplé la force des féministes, sachez que vous avez perdu. Alors pour nos mères, nos filles et nos sœurs d'ici et d'ailleurs, nous affirmons maintenant et ici que le droit à disposer de son corps est un droit fondamental et qu'il est essentiel à la liberté individuelle. Il est donc une condition indispensable à l'existence de toutes les autres libertés.
liberté, égalité, sororité. Notre vote est aussi pour nous une manière de se prémunir de ces politiques natalistes qui font du ventre des femmes une variable d'ajustement démographique au mépris des droits fondamentaux. Vous le savez, nos premières propositions de loi sur cette constitutionnalisation, celles de parlementaires de gauche et pas seulement, n'avaient pas la même formulation que celle que nous nous apprêtons à voter. Pour différentes raisons. D'abord parce que des conditions à ce droit peuvent être ajoutées et malheureusement pour le pire. Ensuite, parce qu'il ne prend pas le compte du droit à la contraception qui est pourtant la cible privilégiée des attaques de ceux qui veulent s'attaquer au droit à l'IVG. Ces compromis, nous les avons faits pour aboutir. Nous les assumons et nous en sommes fiers à l'issue qui se profile. Mais sachez que nous ne lâchons jamais, parce que nos corps nous appartiennent et nos choix aussi. Je veux dire aussi que ce vote nous oblige, parce que les restrictions de personnel dans les hôpitaux publics, les suppressions de centres orthophoniques sont des freins réels à avorter. 130 centres IVG ont fermé ces 15 dernières années. Les personnes en situation de pauvreté, de migration, d'exclusion et les personnes mineures en sont les premières victimes. Lors du procès de Bobigny, Gisèle Halimi nous avertissait. Elle disait « c'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée ». Alors ce vote nous engage, vous engage, mesdames et messieurs les ministres, à garantir ce droit aussi par des moyens dans ce domaine. Enfin, j'espère que ce vote participera ou contribuera à lever le tabou qui règne encore sur l'avortement, permettant ainsi de ne pas culpabiliser celles pour qui ce n'est pas un drame d'avorter, et permettant à celles pour lesquelles la décision ou le chemin sont plus difficiles de trouver les appuis nécessaires. Alors, pour finir, parce que nous ne savons que trop bien que ce vote historique aujourd'hui entraînera aussi dès demain son lot de contre-offensives réactionnaires, eh bien, rendez-vous dès demain et soyons nombreuses le 8 mars pour la grève féministe, pour de nouvelles conquêtes féministes, pour l'égalité salariale et pour que nos luttes se transforment en victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur le Président Bertrand Pancher pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires de l'Assemblée nationale. Madame la Présidente du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, sénateurs et députés, étant le dernier orateur, merci pour votre patience. La lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les hommes et les femmes est un long chemin. Elle a subi tellement de recul. Hongrie, Pologne, États-Unis, Argentine, sans parler de la situation dramatique des femmes en Afghanistan ou du mouvement de révolte en Iran. Vie, liberté, réprimée dans le sang. Et je veux avoir à cette tribune, au nom des collègues du groupe Lyot, une pensée toute particulière pour les femmes qui souffrent dans le monde, du simple fait qu'elles sont des femmes, ou parce qu'elles luttent pour leurs droits. Cette lutte connaît chez nous aujourd'hui maintenant deux avancées. La première, c'est de voir ce congrès présidé pour la première fois par une femme. La seconde est évidemment l'inscription de la liberté garantie de recourir à l'IVG dans notre Constitution. Là encore, je pense à toutes les femmes qui, par le passé, ont été condamnées pour avoir eu recours à l'avortement, qui ont eu à connaître clandestinement propre déshonneur. C'est pour y mettre fin que Simone Veil mena il y a 50 ans un combat pour légaliser l'accès à l'IVG. Nous avons tous en mémoire la violence des débats, les attaques dont elle fut la cible. Elle les affronta avec un courage et une détermination sans faille. Il nous faut nous réjouir que les débats aujourd'hui, comme lors de l'examen des textes tant à l'Assemblée qu'au Sénat, aient été dignes et se soient tenus dans une atmosphère globalement apaisée. Au final, nous avons à voter un texte de compromis qui consacre la liberté garantie aux femmes de recourir à l'IVG, liberté de choisir et de disposer de leur corps. Les membres de mon groupe se prononceront, comme toujours, à la lumière de ce que dicte leur conscience, mais très très majoritairement en faveur de ce texte. J'entends les arguments de ceux mais superficiels, j'entends aussi les réserves exprimées, j'entends ceux qui
concitoyens nous disent « mais il y a tant d'autres priorités, la crise agricole, la vie chère, la guerre en Ukraine, l'état catastrophique de nos services publics ». Il est vrai que personne ne remet ce droit en cause, mais qu'en sera-t-il demain? Nous avons tous cette citation de Simone de Beauvoir en tête, il suffira d'une crise économique et religieuse pour que les femmes soient remises en question. Aujourd'hui, nous gravons cette liberté dans la norme suprême, nous lui donnons s'inscrit dans le prolongement du combat universaliste et humaniste de la France. Cette consécration constitutionnelle ne marque pourtant pas le combat pour les femmes. Je pense à l'égalité pour l'égalité professionnelle économique, où persiste trop souvent le plafond de verre des salaires, pour lutter contre les violences faites aux femmes et prévenir des féminicides, ou encore sur la question de la santé des femmes. Pour autant, grande cause du quinquennat depuis 2017, les progrès restent trop lents. Ce vote ne marque pas non plus la fin du combat pour le droit effectif de l'IVG. Dans le pays, trop souvent, on compte des obstacles, difficultés d'accès à l'information, délais d'intervention trop longs. Dans de nombreux domaines, les fractures sociales, pour elles, se cumulent aux fractures territoriales. Il est donc tout aussi important de proclamer une liberté que de mettre en œuvre les conditions d'exercice de cette liberté. Renforçons donc les moyens alloués à nos publics, à la prévention, à l'éducation sexuelle, à la conception chez les jeunes, comme dans d'autres pays qui l'ont fait. Je pense notamment à l'exemple remarquable des Pays-Bas. Et puisque nous sommes réunis à Versailles, je ne peux m'empêcher de penser au rôle des femmes dans la Révolution, notamment dans les marches des 5 et 6 octobre 1989, où elles étaient majoritaires. Et puisque nous sommes réunis pour modifier notre Constitution, comment ne pas aussi, chers collègues députés et sénateurs, des réformes institutionnelles pour résoudre notamment la grave critique que nous traversons, afin d'éviter que les arrivent au pouvoir et remettent tout en cause. Le seul pays où tout se décide au niveau central, mais comment voulez-vous que ça marche? Un pays qui se meurt dans une gouvernance verticale, jupitérienne, une suradministration étouffante. Le seul pays qui ne donne jamais la parole au peuple, l'adaptation législative et réglementaire au territoire qui le réclame, pour tout ce qui est non régalien, doit être consacré, tout comme la généralisation des référendums et le renforcement du rôle du Parlement. Le seul pays où on ne fait pas confiance aux corps intermédiaires, aux partenaires sociaux pour gérer la protection du chômage, la protection sociale, retraite complémentaire, Agir, ARCO, assurance chômage. Oui, nous saluons l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. Nous nous en réjouissons, mais il y a encore, chers collègues, tant et tant de chemin à faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons terminé les explications de vote. Je vais maintenant le projet de loi relatif à la liberté d'interruption du process, et que le scrutin durant 1 minute et aura lieu au bureau de vote dans les salles situées à proximité. Bonjour tout le monde. Je vais pas vous mentir, j'ai longtemps réfléchi à comment j'allais commencer cette petite intro pour cet événement. D'habitude, je suis prête pour le 8 mars, mais là, il y a un peu d'avance, on a quelque chose à fêter le 4. Une envie pour commencer, et après avoir tergiversé, c'est de dire « On l'a fait !» C'est historique. Nous sommes le premier pays à avoir le droit, la liberté à l'IVG dans la Constitution. Je tiens d'abord à féliciter toutes les associations féministes et toutes les femmes militantes qui se sont battues depuis des années. Bravo à vous! Nous allons avoir quelques prises de parole. On va célébrer les associations qui tous les jours au quotidien ont lutté pour que cet événement ait lieu aujourd'hui, mais qui luttent aussi sur tous les fronts.
de suite une prise de parole de l'association Equipop. Je vous prie d'accueillir Lucie Daniel. Il y a un an, nous nous sommes rendus à l'ONU avec le planning familial et de nombreuses féministes. Et nous avons interpellé Emmanuel Macron pour que la France inscrive le droit à l'avortement dans sa constitution. Un an plus tard, nous l'avons fait. Nous allons retourner à l'ONU dès la semaine prochaine en brandissant cette victoire et nous allons aller gagner d'autres batailles ensemble. Nous le savons, l'histoire des droits des femmes n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une histoire faite d'avancées et de recul, au fil de laquelle deux choses restent néanmoins constantes. La persévérance des associations féministes et la solidarité entre les mouvements féministes dans le monde. C'est ce que nous sommes en train de montrer avec cette constitutionnalisation. Nous avons besoin de victoires comme celle-là, dans un contexte de backlash, d'attaque contre les droits des femmes et des personnes LGBT+. Dans un contexte où les mouvements anti-droits se sentent tout-puissants, alors qu'on le voit en France et ailleurs, ils ne représentent ni l'opinion publique, ni l'aspiration profonde de nos sociétés. C'est une victoire pour toutes les femmes qui se mobilisent pour le droit à l'avortement, au Bénin, en Pologne, aux États-Unis ou en Argentine, et un revers pour les mouvements anti-droits. Non seulement nous ne cédons pas, mais en plus, nos luttes avancent et continueront d'avancer. Nous avons l'ONU en ligne de mire, mais aussi l'Europe à l'approche des élections européennes. Célébrons cette avancée historique avec nos voisines européennes, partageons les ingrédients clés de son succès. Rappelons aux électeurs et électrices que les extrêmes droites sont incompatibles avec les droits des femmes et montrons au mouvement anti-choix que nous sommes prêtes à aller chercher d'autres victoires. Aujourd'hui et demain, solidarité avec les femmes du monde entier. Merci. Merci, j'espère que vous avez encore la pêche parce qu'on va avoir quelques temps de parole, mais on va faire la fête, on va crier, on va dire à quel point on est contente. Je suis tellement contente, je suis à deux doigts de chanter Michel Sardou, je vous préviens. Alors, ok, je me calme, calmez-vous aussi. Deuxième association. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir sur scène Catherine Lecert du FNCI-DFF. Merci beaucoup. La Fédération française donc, du CIDFF, donc Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, est fière de participer à ce moment historique pour les droits des femmes. Fière que les associations féministes aient pu faire entendre la voix des femmes pour le droit à l'IVG. Fière que des parlementaires aient su dépasser leur clivage politique pour faire en sorte que cette journée et ce vote soient possibles. Fière que la France soit la première nation à inscrire dans la Constitution un droit fondamental comme celui de l'IVG. Aujourd'hui, nous pensons bien évidemment aux femmes du monde. Et nous pouvons leur dire, c'est possible, c'est difficile, c'est long, mais c'est possible. Je voudrais avoir une pensée pour les générations des femmes qui nous ont précédées, qui ont parfois payé de leur vie leur décision d'avorter. Si vous me permettez une pensée personnelle, je pense aussi aux militantes qui, avec moi, dès les années 80, ont milité pour ce droit. Je vous remercie, on est les meilleurs. Ok. Il y a 10 ans, j'ai avorté. C'était une libération. Mais c'était pas parce que j'avais la chance. C'est parce qu'il y avait des militantes qui, des années avant, ont avancé dans la clandestinité et ont signé le manifeste des 343. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, Claudine Monteil?
en ce jour historique que je pensais ne jamais vivre. Hein? Je me sens un peu dinosaure et pourtant, nous les féministes, nous sommes toujours très actifs. Alors, je me présente, Claudine Monteil, et je vais vous dire ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui les filles et les petites filles et les arrière-petites filles de Simone de Beauvoir. Pourquoi ? Des avortements clandestins, les morts, les blessures des femmes. C'est donc Simone de Beauvoir qui a eu le courage en 1949. Ça vous paraît très loin, et pourtant, 20 ans plus tard, nous soignons à la porte de Simone de Beauvoir en 70 et à ce moment-là, elle nous rejoignait. Pour moi qui avais 20 ans, elle me semblait une très vieille dame. Elle avait 62 ans, terriblement vieille. Et quand Anne Zelensky, la grande féministe Anne Zelensky, m'a dit, tu sais, elle veut nous rejoindre. Et j'ai dit, à son âge, elle a 62 ans, si vieille. Bon, on est arrivé le dimanche après-midi chez Simone de Beauvoir.